Si tu joues du piano, je t'épouse, dit en rigolant la femme millionnaire. Mais la fille du concierge s'avança et joua comme une prodige. Le soleil du matin projetait de longues ombres dans le hall en marbre de Delacroix Industries lorsque Jacques Martin poussa son chariot de nettoyage à travers les portes tournantes. À 35 ans, ses mains burinées racontaient l'histoire de 6 années passées à élever seule sa fille. 6 ans depuis que Sarah était partie, en disant qu'elle ne supportait plus cette vie. Les papiers du divorce étaient encore frais dans sa mémoire, même si la petite Sophie se souvenait à peine de sa mère. « Bonjour Jacques », dit Thomas, de la sécurité. Mais Jacques se contenta de hocher la tête, concentré sur son objectif, arriver à l'étage des cadres avant l'arrivée des gros bonnets. Il avait appris à se rendre invisible dans ce monde de costumes et de millions de dollars. C'est comme ça qu'on survit quand on n'est qu'un simple concierge. Mais aujourd'hui, c'était différent. En entrant dans l'ascenseur, il entendit quelque chose qui fit bondir son cœur. Une musique de piano flottait depuis le 42e étage. Des mélodies riches et complexes qui lui rappelaient les longues nuits où sa grand-mère lui apprenait à jouer sur son vieux piano droit dans leur petit appartement de Brooklyn. L'ascenseur sonna et Jacques entra dans un monde qu'il voyait rarement pendant les heures de bureau. L'étage des cadres était impeccable, tout en verre et en chrome. Mais son attention fut attirée par l'immense salle de conférence où un piano à queue Steinway étincelant trônait dans un coin et où quelqu'un jouait avec une habileté à couper le souffle. Emma Delacroix se tenait près des fenêtres, allant du sol au plafond, dos au piano. Mais Jacques pouvait voir son reflet dans la vitre. À 33 ans, elle imposait le respect dans toutes les salles de réunion de New York à Tokyo. Son entreprise valait des milliards. Sa réputation reposait sur sa capacité à conclure des accords impossibles. Mais à cet instant, elle semblait perdue dans ses pensées, écoutant celui qui créait cette magnifique musique. Jacques poussa son chariot plus près, restant dans l'ombre, hypnotisé par le jeu. La mélodie était la nocturne en mi bémol majeur de Chopin, mais elle était jouée avec une interprétation qui lui fit monter les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement une question de technique, c'était une pure émotion qui coulait à travers les touches. Magnifique, n'est-ce pas? La voix d'Emma le fit sursauter. Elle se retourna et le surprit en train d'écouter. Ma pianiste a annulé pour la présentation d'aujourd'hui. J'espérais que la musique mettrait les investisseurs chinois dans le bon état d'esprit, mais elle fit un geste désespéré en direction du banc de piano vide. Jacques commença à s'excuser, expliquant qu'il était juste en train de nettoyer. Mais les yeux d'Emma s'illuminèrent à l'idée qui allait tout changer. « Tu écoutais vraiment cette musique? Tu joues ?»« Oui, autrefois », admit Jacques, d'une voix à peine audible. Il y a longtemps, Emma s'avança vers lui, ses talons cliquetant sur le sol en marbre. Elle était encore plus impressionnante de près, ses cheveux auburn ramenés en un élégant chignon, ses yeux émeraudes qui semblaient voir à travers les gens. Mais il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression à présent. « J'ai une proposition folle à te faire, » dit-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. « Si tu peux toucher ce piano et jouer quelque chose, n'importe quoi qui me fasse pleurer, je t'épouse. » Elle rit de son audace. Mais Jacques vit quelque chose de plus profond dans ses yeux, de la solitude, la même solitude qu'il voyait dans son miroir tous les matins. Avant que Jacques ait pu répondre, l'ascenseur sonna à nouveau. Sa fille de 5 ans, Sophie, en sortit en bondissant, ses boucles brunes rebondissant tandis qu'elle courait vers lui. C'était samedi. Il avait oublié qu'il avait promis de l'emmener au travail pendant que sa baby-sitter était malade. « Papa, c'est ici que tu travailles? C'est tellement joli !» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut le piano. Sans hésiter, sans demander la permission, elle grimpa sur le banc et posa ses petits doigts sur les touches. Ce qui se passa ensuite défiait toute explication. Sophie se mit à jouer. Pas les simples chansons pour enfants que Jacques avait commencé à lui apprendre, mais un morceau complexe qui semblait jaillir de son âme même. Ses petites mains se déplaçaient sur les touches avec une précision incroyable, créant des mélodies qui remplissaient la pièce de magie. Emma eut le souffle coupé et porta la main à sa gorge. Jacques resta figé, regardant sa fille jouer une musique qu'il ne lui avait jamais enseignée. Une musique qu'elle ne pouvait pas connaître. La mélodie était d'une beauté envoûtante, originale, comme si Sophie canalisait quelque chose qui dépassait ses oreilles. « Où a-t-elle appris ça ?» murmura Emma, les larmes coulant sur son visage. Mais Sophie n'avait pas fini. Elle enchaîna sans transition avec la sonate pour piano Endeg 11 de Mozart. Puis elle se lança dans une improvisation jazz qui aurait fait pleurer d'envie les professionnels. Ses petits doigts dansaient sur les touches comme si elle était née pour ce moment. La salle de conférence était remplie d'employés qui avaient entendu la musique résonner dans le bâtiment. Les vice-présidents et les secrétaires se tenaient côte à côte, tous hypnotisés par la prodige de 5 ans au piano lorsque Sophie a finalement levé ses mains des touches. Le silence était assourdissant. Elle s'est tournée vers Emma avec le sourire innocent que seuls les enfants possèdent. « Tu as aimé ma chanson, Pretty Lady ?»
Emma s'agenouilla à la hauteur de Sophie, la voix étouffée par l'émotion. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Ma chérie, comment tu t'appelles ?»« Sophie Martin. Papa m'apprend le piano, mais parfois, j'entends des chansons dans ma tête qui veulent sortir par mes doigts. » Emma leva les yeux vers Jacques, les yeux encore brillants de larmes. « Je crois que je viens de faire une promesse que je dois tenir. » Le café était presque vide à 7 heures du matin lorsque Emma se retrouva assise en face de Jacques Martin, le regardant tripoter sa casquette de baseball. Elle avait insisté pour cette rencontre, même si elle ne savait pas vraiment pourquoi. Le souvenir de l'extraordinaire performance de Sophie lui donnait encore des frissons. « Tu ne comprends pas, » disait Jacques, la voix tendue par l'inquiétude. « Sophie n'a jamais joué comme ça avant. Je veux dire, elle a du talent, c'est sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé samedi? Ce n'était pas normal. » Emma se pencha en avant, étudiant son visage buriné. « Jacques, votre fille n'est pas seulement douée, c'est une véritable prodige. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont vouloir l'utiliser, » répondit Jacques d'un ton sec. « Ça veut dire que notre vie tranquille est finie. Ça veut dire que Sophie va devenir une sorte d'animal de cirque. » La douleur dans sa voix prit Emma au dépourvu. Elle avait l'habitude de traiter avec des parents ambitieux, prêts à tout pour faire avancer la carrière de leurs enfants. Mais Jacques semblait terrifié par le don de sa fille. « Parle-moi de sa mère, » dit Emma doucement. Jacques serra les mâchoires. Sarah était partie alors que Sophie commençait à peine à marcher. Elle disait que le rôle de femme et de mère étouffait ses rêves. Elle voulait être actrice, tu sais. Elle a déménagé à Los Angeles et on n'a plus de nouvelles d'elle depuis. Et tu as élevé Sophie toute seule, en cumulant 3 boulots pour faire tourner la maison, la journée chez Delacroix Industries, la nuit au resto, le week-end partout où je pouvais trouver un petit boulot. Il baissa les yeux vers ses mains. Je n'ai jamais voulu que Sophie ait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Mais je ne peux pas lui offrir des cours de piano avec des professeurs chers ou... Et si tu n'avais plus à t'inquiéter pour ça? La question resta en suspens entre eux. Emma n'arrivait pas à croire qu'elle était sur le point de dire ce qu'elle pensait, mais quelque chose chez cet homme et sa fille avait ébranlé son monde soigneusement ordonné. « Je pensais ce que j'ai dit samedi », continua-t-elle à propos de l'épouser. La tasse de café de Jacques s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Tu n'es pas sérieuse. Je suis toujours sérieux quand il s'agit d'affaires. Ce n'est pas une affaire. Il s'agit de la vie des gens. » Emma resta silencieuse pendant un long moment, regardant les gens se presser devant la fenêtre pour aller travailler. À 33 ans, elle avait bâti un empire, mais n'avait jamais eu le temps pour l'amour, pour une famille, pour les choses qui donnaient un sens à la vie au-delà des rapports trimestriels. « Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans, » dit-elle. « Enfin, accident de voiture. J'ai été élevée par mon grand-père, Harold Delacroix, le fondateur de la société. Il m'a tout appris sur les affaires, mais rien sur ça. Sur les relations humaines, sur ce que l'on ressent lorsqu'on entend un enfant jouer du piano et que tout votre monde bascule. » Jacques posa sa tasse et la regarda vraiment pour la première fois. « Emma, vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous avez 3 emplois pour subvenir aux besoins de votre fille. Je sais que vous avez appris à vous rendre invisible pour pouvoir garder ces emplois. Je sais que samedi, c'était la première fois que je pleurais depuis peut-être 10 ans. » Elle croisa son regard. « Et je sais que Sophie a besoin d'opportunités que je peux lui offrir. »« C'est fou !» marmonna Jacques. Mais Emma voyait qu'il hésitait. « Vraiment? J'ai besoin d'une famille, Jacques. J'ai besoin de quelque chose de vrai dans ma vie. Et tu as besoin de sécurité pour Sophie. Ça pourrait marcher. » Avant que Jacques puisse répondre, son téléphone vibra. Son visage pâlit lorsqu'il lut le message. « Qu'est-ce que c'est? C'est la prof de Sophie. Elle dit que Sophie a joué pour sa classe ce matin. Un morceau qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Maintenant, le directeur veut me voir pour discuter des besoins particuliers de Sophie. Et il est déjà question de la transférer dans un programme pour enfants surdoués de l'autre côté de la ville. » Emma tendit le bras par-dessus la table et couvrit sa main de la sienne. « Ça commence, n'est-ce pas? Le cirque que tu redoutais. » Jacques acquiesça tristement. « Ils vont vouloir l'étudier, exploiter son talent. Je ne laisserai pas ça arriver. Alors laisse-moi t'aider à la protéger. » Le silence s'installa entre eux jusqu'à ce que Jacques finisse par parler. « Si on faisait cette folie, et je ne dis pas oui, à quoi ça ressemblerait concrètement? » Emma sentit son cœur s'emballer. Un vrai mariage. Jacques, pas seulement sur le papier. Sophie mérite des parents qui s'aiment, pas des acteurs qui jouent un rôle. Tu me connais à peine, répéta Jacques. Alors changeons ça, dit Emma, se surprenant elle-même par son audace. Donne-moi 6 mois pour te prouver que ça peut marcher. 6 mois pour te montrer que peut-être, on est exactement ce dont l'autre a besoin. Jacques la fixa longuement, puis sortit son téléphone et lui montra une photo de Sophie lors de sa dernière fête d'anniversaire. Un grand sourire, du gâteau au chocolat sur la joue, une joie pure rayonnant sur son petit visage. « Elle est tout pour moi, » dit-il doucement. « Si j'accepte, si je te confie nos vies, tu dois me promettre que tu la feras passer avant tout. Toujours, je te le promets. »
murmura Emma, plus sincère que pour n'importe quel contrat commercial qu'elle ait jamais signé. Dehors, New York se précipitait dans sa frénésie habituelle. Mais à l'intérieur du petit café, deux inconnus venaient de décider de parier leur avenir sur l'amour, la musique et une petite fille de 5 ans qui jouait du piano comme un ange. Jacques tendit la main par-dessus la table. « 6 mois, dit-il. Emma la serra, sentant les callosités dues à des années de dur labeur, la force de sa poigne. 6 mois pour tomber amoureux. Mais alors qu'ils quittèrent le café ensemble, aucun d'eux ne remarqua la femme de l'autre côté de la rue, qui prenait des photos avec un téléobjectif, ses cheveux blonds cachés sous une casquette de baseball. Sarah Martin avait vu le reportage sur la mystérieuse performance au piano de sa fille et elle était très intéressée par l'idée de renouer avec la famille qu'elle avait abandonnée 6 ans auparavant. La propriété de la famille Delacroix dans les Hamptons n'avait jamais accueilli une petite fille de 5 ans et Emma découvrait rapidement que les enfants avaient des besoins auxquels elle n'avait jamais pensé dans sa planification professionnelle. Sophie se tenait au milieu du hall d'entrée en marbre, les yeux écarquillés d'émerveillement, tandis que Jacques semblait clairement mal à l'aise dans son environnement somptueux. « On dirait un château, papa !» s'exclama Sophie, sa voix résonnant sous les plafonds voûtés. « La jolie dame vit ici toute seule ?»« Plus maintenant, ma chérie, » répondit Emma en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de Sophie. « C'est aussi ta maison maintenant. Tu veux voir ta nouvelle chambre ?» Alors qu'ils montaient le grand escalier, Emma remarqua que Jacques regardait les portraits de famille accrochés au mur. Des générations de Delacroix dans des poses informelles, leurs yeux semblant juger cette intrusion dans leur lignée. « Tu as changé d'avis ?» demanda Emma à voix basse tandis que Sophie courait devant pour explorer les lieux. « À peu près 100, admit Jacques. « Emma, je nettoie des bâtiments comme celui-ci, je n'y vis pas. Tu y vis maintenant, dit-elle fermement. On est dans le même bateau, souviens-toi ?» Le cri de joie de Sophie les interrompit. Elle avait trouvé sa nouvelle chambre, un paradis de princesse avec un lit à baldaquin, un coin lecture près des fenêtres et, dans un coin, un petit piano à queue qu'Emma avait fait installer pour lui faire une surprise. « Pour moi, » murmura Sophie en s'approchant de l'instrument comme s'il s'agissait d'un objet sacré. « Il est tout à toi, » confirma Emma. « Tu peux t'entraîner quand tu veux. » Sophie grimpa sur le banc et commença à jouer. Pas les morceaux complexes qui avaient époustouflé tout le monde chez Delacroix Industries, mais une mélodie simple et envoûtante qui semblait venir du plus profond de son jeune cœur. Elle compose. Jacques soupira. Ce n'est pas une chanson que je lui ai apprise. Elle est en train de la créer. Emma sentit la chair de poule lui parcourir les bras, tandis que la musique de Sophie envahit la pièce. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le don de cet enfant, quelque chose qui dépassait le simple talent musical. « Elle a toujours fait ça ?» demanda Emma. « Créer sa propre musique ? Depuis qu'elle a 3 ans. Elle fredonnait des mélodies que je n'avais jamais entendues, puis les travaillait petit à petit sur le vieux clavier de ma grand-mère. » La voix de Jacques était à la fois fière et inquiète. Parfois, je la surprends en train de jouer dans son sommeil, ses doigts bougeant sur sa couverture comme si elle travaillait un morceau dans ses rêves. Un bruit provenant du rez-de-chaussée interrompit leur conversation, la sonnette de la porte d'entrée retentit, suivie de la voix de Maria qui criait en espagnol. La gouvernante de longue date d'Emma n'était pas ravie de ces nouveaux arrivants dans la maison. « Je devrais m'en occuper, dit Emma. Faites comme chez vous. Je suis sérieuse, Jacques. C'est chez vous maintenant. » Alors qu'Emma descendait les escaliers, elle trouva Maria dans la cuisine, les bras croisés, parlant rapidement en espagnol à quelqu'un au téléphone. Quand elle vit Emma, elle raccrocha rapidement. « Mademoiselle Emma, il faut qu'on parle, » dit Maria dans son anglais teinté d'un fort accent. « Ce matin, 3 journalistes ont appelé pour poser des questions sur vous et le concierge. Ils veulent savoir où on en est avec le mariage et parler de la petite fille. C'est pas bon. » Emma sentit son cœur se serrer. Comment avaient-ils appris si vite ? Quelqu'un avait dû parler. Peut-être que quelqu'un du bureau vous avait vus ensemble. Avant qu'Emma ait pu répondre, son téléphone sonna. Richard Boisnoir, le responsable des relations publiques de l'entreprise, avait l'air paniqué. « Emma, on a un problème. Page 6 va publier demain un article sur ta liaison avec la femme de ménage. Le titre est « Romance entre un milliardaire et une ouvrière ». Le PDG tombe amoureux de la femme de ménage de son entreprise. Ils ont des photos de vous au café. Il faut limiter les dégâts. Richard, je m'en occupe déjà. Mais Emma, le conseil d'administration est inquiet. Les vieux partisans conservateurs du Herald remettent en question ton jugement. Un mariage précipité avec un père célibataire issu de la classe ouvrière. Cela pourrait affecter la prochaine fusion avec le groupe Yamamoto. Emma ferma les yeux, sentant le poids de sa décision peser sur ses épaules. Elle avait fait de Delacroix Industries une puissance mondiale, mais un moment d'impulsion menaçait tout. « Organisez une réunion du conseil d'administration pour demain matin, dit-elle finalement. Et Richard,
On dira que Jacques Martin est un ami de la famille et qu'on prend notre temps pour décider de l'avenir de notre relation. Après avoir raccroché, Emma trouva Jacques et Sophie dans la salle de musique, où Sophie était en train de jouer sur le piano à queue de la propriété. Le son était encore plus magnifique sur un instrument plus grand, mais Jacques avait l'air troublé. « On a vu le camion de la télévision s'arrêter devant le portail », dit-il sans préambule. « C'est exactement ce que je craignais. Ce n'est qu'une curiosité initiale. Ça va se calmer. » « Vraiment ?» Jacques se tourna vers elle. « Emma, tu es l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique. Je gagne ma vie en nettoyant des toilettes. Les médias vont nous détruire. » Sophie s'arrêta brusquement de jouer. « Papa, on va devoir quitter le château ?» Cette question innocente frappa Emma comme un coup physique. En l'espace de 3 jours, cet enfant avait déjà commencé à se sentir en sécurité ici, à considérer cet endroit comme son foyer. « Non, ma chérie, » dit Emma d'un ton ferme. « Personne ne part nulle part. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, son téléphone vibrait sous l'afflux de SMS provenant de membres du conseil d'administration, de partenaires commerciaux et d'amis de la haute société, tous voulant savoir si les rumeurs étaient fondées. Jacques lut son expression. « Le prix à payer pour être avec nous est plus élevé que tu ne le pensais, n'est-ce pas ?» Avant qu'Emma n'ait pu répondre, Maria fit irruption dans la pièce, le visage pâle d'inquiétude. « Mélanie, mademoiselle Emma, il y a une femme à la porte. Elle dit qu'elle est la mère de la petite fille. Elle veut voir sa fille. » Les mains de Sophie s'écrasèrent sur les touches du piano dans un bruit discordant. « Maman » murmura-t-elle. Jacques devint blanc comme un linge. « Sarah, comment nous a-t-elle trouvés ?» Emma sentit le monde fragile qu'elle avait construit autour de cette nouvelle famille commencer à se fissurer. Devant le portail, les journalistes attendaient le scandale. À l'intérieur, une femme qui avait abandonné son enfant exigeait d'entrer. Et à l'étage, dans la salle de réunion de Delacroix Industries, des hommes puissants se demandaient si Emma Delacroix avait enfin commis l'erreur qui lui coûterait tout. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Jacques, et pour la première fois depuis son enfance, Emma n'avait pas de réponse. Sophie glissa du banc du piano et prit leurs 2 mains dans les siennes. « N'ayez pas peur, » dit-elle avec la sagesse d'une enfant de 5 ans. « Quand je joue du piano, même les chansons tristes deviennent belles à la fin. » Mais alors que les portières des voitures claquaient dehors et que des pas se rapprochaient de l'entrée principale, Emma se demandait si la vie réelle suivait les mêmes règles que la musique, ou si certaines notes discordantes ne pouvaient jamais être résolues en harmonie. Sarah Martin se tenait dans le hall d'entrée du manoir Delacroix comme une tempête venue du passé, ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés et ses vêtements de créateur moulant sa silhouette toujours mince. À 29 ans, elle ne ressemblait en rien à la jeune mère débordée qui était partie 6 ans auparavant. « Bonjour, Jacques », dit-elle d'une voix teintée d'un accent californien qu'elle n'avait jamais eu auparavant. « Tu as l'air en forme, la vie de famille te va bien. » Jacques se plaça protectivement devant Sophie, qui se cachait derrière ses jambes, jetant un coup d'œil à cet inconnu qui prétendait être sa mère. « Que veux-tu, Sarah ? Je veux voir ma fille. J'ai des droits, tu sais. » Emma s'avança d'un pas. La PDG, même en tenue de week-end. « Madame Martin, je suis Emma Delacroix. On devrait peut-être en discuter en privé. » Le sourire de Sarah était très tranchant. « Oh, je sais exactement qui vous êtes, mademoiselle Delacroix, la milliardaire qui joue à la famille avec ma famille. Dis-moi, ça fait quoi d'acheter un conte de fées tout fait ? Ça suffit, dit Jacques d'un ton sec. Mais Sarah ne faisait que commencer. J'ai suivi l'actualité, Jacques. Notre petite Sophie fait sensation, n'est-ce pas ? Une enfant prodige avec un don qui pourrait valoir des millions. C'est drôle que tu n'aies jamais mentionné ses talents musicaux dans les documents relatifs à la garde. Emma sentit le sang se glacer dans ses veines. Les documents relatifs à la garde ? Jacques ? Je croyais qu'elle avait renoncé à tous ses droits parentaux, dit Jacques rapidement. Il y a 6 ans. Cette visite n'est pas légale. Sarah rit en sortant un dossier en carton de son sac à main de créateur. En fait, chérie, je n'ai jamais signé les documents finaux. Mon avocat a trouvé une faille. Il semble que je sois toujours la mère légale de Sophie, et j'ai décidé que je voulais faire à nouveau partie de sa vie. Sophie se blottit contre les jambes de Jacques, et Emma pouvait voir l'enfant trembler. « Papa, je ne me souviens pas d'elle. » « Bien sûr que non, ma chérie. » Sarah s'agenouilla, malgré ses talons hauts et chers. « Tu n'étais qu'un bébé quand maman a dû partir. Mais je suis de retour maintenant, et je veux rattraper le temps perdu. »« Tu es parti, » dit Jacques, la voix lourde de vieille douleur. « Tu as dit qu'être mère étouffait tes rêves. Tu as dit que tu ne pouvais pas assumer cette responsabilité. Les gens changent, Jacques. J'ai suivi une thérapie. J'ai réussi à Los Angeles. Je suis dans une bien meilleure situation pour être mère maintenant. » Les yeux de Sarah brillaient d'une lueur qui mit Emma profondément mal à l'aise, surtout face à une petite fille aussi douée. Le téléphone d'Emma n'avait pas cessé de vibrer pendant cette confrontation. Elle y jeta un coup d'œil et vit un SMS de son chef de la sécurité qui lui glaça le sang. 3 camions de télévision sont maintenant à l'entrée.
Quelqu'un les a informés de votre visite. Jacques, dit Emma avec précaution. Je pense qu'on devrait poursuivre cette conversation dans mon bureau, à l'abri des regards indiscrets. Mais il était trop tard. À travers les hautes fenêtres, les flashs des appareils photo étaient visibles même depuis l'entrée du domaine. Sarah suivit le regard d'Emma et sourit triomphalement. « Oh oui, j'ai appelé quelques amis dans les médias. Cette histoire est trop juteuse pour rester privée. Le milliardaire Aéris, des enfants abandonnés, une bataille pour la garde, une enfant prodige qui vaut des millions. Le public a le droit de savoir. Tu as appelé la presse. » La voix de Jacques était désormais menaçante. « Tu as amené des journalistes là où vit ma fille. » « Notre fille, corrigea Sarah. « Et oui, je l'ai fait. Le talent de Sophie ne devrait pas être caché dans une tour d'ivoire. Elle pourrait avoir une carrière, des contrats publicitaires, des contrats d'enregistrement. Elle pourrait être la prochaine grande sensation américaine. Elle a 5 ans, explosa Emma. Elle devrait jouer à la poupée, pas se produire pour ton profit, dit la femme qui utilise ma fille comme accessoire dans sa propre romance médiatique, rétorqua Sarah. Au moins, je suis honnête sur mes motivations. Sophie en avait assez entendu. Elle s'arracha à la protection de Jacques et courut vers le piano, ses petits doigts trouvant les touches. La mélodie qui s'en échappa était déchirante. L'interprétation musicale d'une enfant de la confusion, de la peur et du désir. Les 3 adultes se turent, fascinés par l'émotion brute qui se dégageait de la performance de Sophie. Elle racontait son histoire à travers la musique, exprimant des sentiments qu'elle ne pouvait pas mettre en mots. Quand elle eut terminé, des larmes coulaient sur son visage. « Je veux que tout le monde arrête de se disputer », murmura-t-elle. Le piano m'a dit « Vous avez tous peur, mais la musique rend les choses effrayantes meilleures. » Sarah essuya ses yeux, sa façade manipulatrice se fissurant un instant. « Elle est vraiment extraordinaire, » murmura-t-elle. « Oui, elle l'est, » dit Emma avec fermeté. « C'est exactement pour ça qu'elle a besoin d'être protégée, pas exploitée. » Jacques s'agenouilla à côté de Sophie et la prit dans ses bras. « Qu'est-ce que tu veux, ma petite fille? Tu veux passer du temps avec Sarah ?» Sophie regarda la femme qui prétendait être sa mère, l'étudiant avec cette perception troublante que possèdent parfois les enfants doués. « Elle a une musique triste en elle, » dit Sophie finalement. « Mais ce n'est pas la même que ma musique. Je pense qu'elle est partie parce que sa musique était trop forte pour qu'elle entende la mienne. » La profondeur de cette observation laissa les 3 adultes sans voix. Emma réalisa que Sophie comprenait mieux qu'aucun d'entre eux son abandon. Pas comme un rejet, mais comme une incapacité à s'harmoniser. Le sang-froid de Sarah finit par céder complètement. « J'avais 23 ans, Sophie. J'étais à peine plus âgée qu'une enfant moi-même. Je ne savais pas comment être mère. Je pensais que tu serais mieux sans moi. Mais maintenant, tu veux des millions de dollars grâce à son talent, » dit Jacques froidement. « Je veux faire partie de son succès, » corrigea Sarah. « Je veux compenser les années que j'ai manquées. » Le téléphone d'Emma vibra, signalant un appel urgent de Richard Boisnoir. « Emma, tu dois voir les informations. » Channel 7 à Sarah Martin en direct devant chez toi, affirmant qu'elle se bat pour obtenir la garde de sa fille. Les actions sont en chute libre et le conseil d'administration est en réunion d'urgence. À travers la fenêtre, Emma pouvait voir d'autres caméras arriver. La romance de contes de fées qui avait captivé l'imagination du public était en train de se transformer en un cauchemar médiatique qui risquait de détruire tout ce qu'elle avait construit. « On a besoin d'un plan, » dit Emma d'un ton grave. « Nous tous, parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans le même bateau maintenant. » Mais alors que Sophie revenait au piano et jouait une mélodie d'une beauté envoûtante qui semblait pleurer l'innocence déjà perdue, Emma se demandait s'il y avait un moyen de protéger cet enfant extraordinaire de la tempête qui se préparait autour de tous. La salle du conseil d'administration de Delacroix Industries n'avait jamais été aussi hostile. Emma était assise à la tête de la table en acajou poli, face à 11 pères d'yeux désapprobateurs. Ces hommes avaient été les alliés de son grand-père, et bien qu'ils aient accepté son leadership lorsqu'elle avait fait ses preuves en matière de rentabilité, ce scandale personnel mettait à l'épreuve une loyauté plus profonde que les résultats trimestriels. « Amma, nous avons soutenu vos méthodes non conventionnelles parce qu'elles donnaient des résultats », déclara Charles Wittmann, le membre le plus ancien du conseil d'administration. « Mais ce cirque avec le concierge et sa fille nuit à notre crédibilité auprès de nos partenaires internationaux. Le groupe Yamamoto reconsidère la fusion », a ajouté Patricia Collin, la seule autre femme du conseil. Il s'inquiète d'être associé à ce que la presse japonaise qualifie de pratiques commerciales dignes d'un feuilleton américain. Emma a gardé une voix ferme malgré la colère qui montait en elle. « Ma vie privée n'a jamais interféré avec ma capacité à diriger cette entreprise. Ta vie privée n'a jamais été mêlée à des batailles pour la garde des enfants dans les médias, » rétorqua Wittmann. Le cours de l'action a chuté de 8% rien qu'hier. Richard Boisnoir s'éclaircit la gorge depuis sa place près de l'écran de présentation. La couverture médiatique a été très importante. On reçoit des appels de émissions de divertissement, de magazines People et même de médias internationaux.
L'histoire est devenue virale. Il clique sur la première diapositive et le cœur d'Emma se serre. Des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux remplissent l'écran. Concierge milliardaire, romance, princesse du piano, histoire de Cendrillon. Le visage de Sophie est partout. Des photos prises dans la cour de récréation de l'école. Des images de sa performance improvisée chez Delacroix Industries. Même des photos d'enfance que Sarah avait dû fournir à la presse. C'est exactement ce qu'on essayait d'éviter, dit Emma à voix basse. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et Jacques entra, vêtu de sa meilleure chemise boutonnée et d'un pantalon de costume. Emma lui avait demandé d'assister à cette réunion, sachant que le conseil d'administration avait besoin de le voir comme plus qu'un simple titre de tabloïd. « Messieurs, mademoiselle Collin », dit Jacques avec une dignité tranquille. « Je sais que ma présence ici est inhabituelle, mais je pense que vous devriez m'entendre directement. » Le silence était assourdissant. Charles Wittmann avait l'air d'avoir avalé quelque chose de désagréable. Jacques prit place à côté d'Emma. « Je n'ai jamais demandé toute cette attention. Ma seule préoccupation est de protéger ma fille des gens qui veulent exploiter son don. » « Votre ex-femme semble être d'un autre avis, » dit Patricia Colline d'un ton froid. « Elle prétend que vous avez caché les capacités de Sophie pour l'empêcher d'en tirer profit. Sarah a abandonné Sophie alors qu'elle savait à peine marcher. Elle n'a jamais montré le moindre intérêt pour sa fille jusqu'à présent, maintenant qu'il y a de l'argent à gagner. » Richard passa à la diapositive suivante. Une capture d'écran de Sarah dans l'émission Good Morning America, diffusée 1 heure plus tôt. Elle avait l'air impeccable et sympathique. La mère repentie qui se battait pour son enfant. « Elle prétend que tu as lavé le cerveau de Sophie pour qu'elle se retourne contre elle, » rapporta Richard. « Et elle a engagé Morrison Cross & Associates pour demander une garde d'urgence. » Emma sentit son sang se glacer. Morrison Cross & Associates était l'un des cabinets d'avocats spécialisés dans le droit de la famille les plus impitoyables du pays. Il était réputé pour représenter des clients fortunés dans des batailles juridiques très médiatisées pour la garde de leurs enfants. « Pour quel motif ?» demanda Jacques. Jacques répondit. L'aliénation parentale, le fait de ne pas avoir développé les talents de l'enfant, et... Richard hésita. Mise en danger du bien-être de Sophie en l'exposant à une relation instable avec Madame Delacroix. Instable ? La voix d'Emma était dangereusement calme. Charles Wittmann se pencha en avant. Emma, soyez honnête avec nous. Cette relation avec Monsieur Martin, est-ce réel ou s'agit-il d'un coup de pub ? La question resta en suspens comme un défi. Emma regarda Jacques, voyant la douleur dans ses yeux face à cette insinuation. Elle repensa à la semaine écoulée, à Sophie apprenant à monter à cheval dans le domaine. Elle revit le visage de Jacques s'illuminer lorsqu'il avait découvert que la bibliothèque contenait des livres qu'il n'avait jamais osé acheter. La façon dont ils avaient tous les trois trouvé un rythme facile avec les dîners en famille et les histoires avant de dormir. « C'est sincère », dit-elle avec fermeté. « Peu importe comment ça a commencé, c'est devenu réel. » Jacques tendit la main et prit la sienne, ses doigts calleux s'entremêlant avec ceux, manucurés, d'Emma. Ce simple geste en disait long. Patricia Colline n'était pas convaincue. Assez vrai pour résister à une bataille pour la garde qui pourrait durer des années. Assez vrai pour survivre aux médias qui transforment chaque de vos gestes en spectacle. Avant qu'Emma ait le temps de répondre, son assistante fit irruption dans la pièce. « Désolé de vous interrompre, mais il y a une urgence. L'école de Sophie a appelé. Des journalistes se sont présentés pendant la récréation pour essayer d'interviewer les enfants à son sujet. Le directeur a dû fermer l'établissement. » Jacques se leva d'un bond. Où est-elle maintenant ? En sécurité. Maria est allée la chercher et la ramener à la maison. Mais Monsieur Martin, il y a au moins 20 caméras de télévision campées devant les grilles du domaine. Emma sentit les murs se refermer sur elle. En moins d'une semaine, leur arrangement discret était devenu un véritable cirque médiatique qui mettait en danger tout ce qui lui était cher. « Je pense, » dit lentement Charles Wittmann, « que nous devons nous demander si le poste de PDG de Madame Delacroix est compatible avec ce genre de drame personnel. » Ces mots frappèrent Emma comme un coup physique. Elle savait que ça allait arriver, mais l'entendre à voix haute lui serra la poitrine de panique. « Vous n'êtes pas sérieux, » dit-elle. « La réputation de l'entreprise est en jeu. Peut-être un congé temporaire. » Non. La voix d'Emma fendit la pièce comme une lame. « J'ai consacré 15 ans de ma vie à cette entreprise. J'ai triplé sa valeur, je l'ai développée sur 12 marchés internationaux et j'ai rendu chaque personne dans cette pièce nettement plus riche. Je ne me laisserai pas écarter parce que je suis tombée amoureuse. » Jacques lui serra la main. « Emma, si je suis le problème, tu n'es pas le problème, » dit-il fermement. « La peur est le problème. La étroitesse d'esprit est le problème. L'incapacité à voir que parfois les meilleures choses de la vie viennent d'endroits inattendus. » Elle se leva, tenant toujours la main de Jacques. « Je rentre chez moi, auprès de ma famille, la famille que j'ai choisie, peu importe ce que les autres en pensent. Richard organise une autre réunion du conseil d'administration pour la semaine prochaine. D'ici là,
j'aurai un plan pour protéger à la fois l'entreprise et les personnes que j'aime. » En quittant la salle de réunion, Emma pouvait entendre les murmures anxieux derrière eux. Elle venait de déclarer la guerre à certaines des personnes les plus puissantes de New York, et elle n'était pas sûre de pouvoir gagner. Mais lorsqu'ils arrivèrent au parking et que Jacques la prit dans ses bras, l'embrassant avec un désespoir qui égalait le sien, Emma comprit qu'elle avait déjà gagné la seule bataille qui comptait vraiment. « Quoi qu'il arrive, » murmura Jacques contre ses lèvres, « nous y ferons face ensemble. »« Ensemble » acquiesça Emma, même si elle ne pouvait se défaire du sentiment que leur plus grand défi était encore à venir. De retour au domaine, Sophie composait un nouveau morceau au piano, quelque chose de sombre et de complexe qui semblait faire écho aux nuages orageux qui s'amassaient au-dessus de leur fragile bonheur. La salle d'audience était bondée de journalistes, leurs appareils photos cliquetant sans arrêt tandis qu'Emma, Jacques et leur équipe d'avocats prenaient place en face de Sarah Martin et de ses avocats influents. La juge Patricia Morrison, une femme sévère d'une 60aine d'années, avait déjà donné des ordres limitant l'accès des médias, mais l'ambiance de cirque était impossible à ignorer. Sophie était assise entre Emma et Jacques, vêtue de sa plus belle robe, ses petites mains jointes sur ses genoux. À 5 ans, elle était trop jeune pour comprendre pleinement pourquoi elle était là. Mais Emma pouvait voir l'anxiété dans ses yeux sombres. « Votre honneur » commença David Morrison, du cabinet Morrison Cross & Associates, d'une voix qui trahissait la confiance d'un homme sûr de gagner. « Ma cliente, Madame Sarah Martin, est la mère biologique de Sophie Martin. Depuis 6 ans, elle est systématiquement exclue de la vie de sa fille par un père qui a fait passer ses propres intérêts avant le bien-être de l'enfant. » Emma observait Sarah, remarquant à quel point elle jouait parfaitement le rôle de la mère inquiète. La femme manipulatrice qui avait envahi leur maison avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui semblait sincèrement bouleversé par la séparation d'avec son enfant. Madame Martin s'est imposée comme une consultante en divertissement réussi à Los Angeles. Morrison a continué. Elle est financièrement stable, émotionnellement équilibrée et prête à offrir à Sophie des opportunités de développer ses talents musicaux exceptionnels. Des opportunités qui lui ont été refusées par un père plus intéressé par jouer à la famille avec un milliardaire que par encourager le talent de sa fille. L'avocat de Jacques, Michel Chen, s'est levé pour répondre. Son Emma avait insisté pour engager le meilleur spécialiste en droit de la famille et de l'État. Malgré les protestations de Jacques concernant le coût, votre honneur, Monsieur Martin, est le seul parent de Sophie depuis qu'elle a 11 mois. Madame Martin a abandonné cet enfant, disparaissant complètement de sa vie jusqu'à ce qu'elle apprenne les talents musicaux de Sophie grâce aux médias. Il ne s'agit pas d'amour maternel, il s'agit d'exploitation. La juge Morrison a levé la main pour demander le silence. J'ai examiné les documents préliminaires. Madame Martin, est-il vrai que vous n'avez eu aucun contact avec votre fille pendant près de 6 ans? Sarah s'est levée avec élégance. Votre honneur, j'avais 23 ans quand Sophie est née. Je luttais contre une dépression postpartum et je me sentais incompétente en tant que mère. J'ai pris la décision difficile de partir parce que je crois sincèrement que Sophie serait mieux sans moi. J'ai passé ces années à travailler sur moi-même, à suivre une thérapie, à stabiliser ma vie afin de pouvoir être la mère que Sophie mérite. Et le moment de votre retour coïncide avec la publicité autour des talents musicaux de Sophie. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes lorsqu'on lui a posé la question. Je n'avais aucune idée du don de Sophie. Quand j'ai vu les reportages, j'ai réalisé tout ce que j'avais manqué, à quel point ma fille avait grandi et évolué. Ça m'a brisé le cœur, votre honneur. Je savais que je devais essayer de faire partie de sa vie. Emma s'est sentie mal en regardant la performance. Sarah était bonne, très bonne. Le juge a semblé sincèrement ému par son témoignage. Monsieur Martin, le juge Morrison a dit « Parlez-moi de la situation actuelle de Sophie ». Jacques s'est levé, sa nervosité était palpable malgré les conseils de Michel Chen. Sophie vit avec moi et ma fiancée, Emma Delacroix, dans la propriété Delacroix. Elle a sa propre chambre, son propre piano, accès à tout ce dont elle a besoin. Elle est heureuse, votre honneur. Ce bouleversement est déroutant et effrayant pour elle. Madame Delacroix, a dit le juge, en se tournant vers Emma. C'est un arrangement inhabituel. Vous connaissez Monsieur Martin et sa fille depuis moins de 2 semaines. Pourtant, vous êtes fiancés. Emma sentit tous les regards se poser sur elle dans la salle d'audience. Votre honneur. Votre honneur, parfois, les liens se créent rapidement quand c'est le bon. Je tiens profondément à Jacques et à Sophie. Mes ressources me permettent d'offrir à Sophie des opportunités d'éducation et de développement musical qui ne lui seraient pas accessibles autrement, notamment grâce à Morrison Press, à des cours particuliers, à l'accès à des professeurs de piano de renommée mondiale, à des opportunités de se produire avec de grands orchestres et à des possibilités d'enregistrement avec des producteurs récompensés aux Grammy Awards. Sophie a un don qui mérite d'être encouragé, pas exploité. L'avocat de Sarah a protesté. Votre honneur, Mademoiselle Delacroix propose en gros d'acheter la garde de cet enfant avec des avantages financiers.
La juge Morrison a examiné les documents devant elle. Je vais écouter Sophie elle-même. Bailiff, préparez la chaise pour notre jeune témoin. Le cœur d'Emma se serra lorsque Sophie se leva, paraissant incroyablement petite alors qu'elle se dirigeait vers la barre des témoins. Un greffier apporta un réhausseur et l'aida à s'installer. « Bonjour Sophie, dit gentiment la juge Morrison. Je suis la juge Morrison. Comprends-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui ?» Sophie acquiesça solennellement. « Tout le monde veut décider où je vais vivre et qui va s'occuper de moi. C'est ça. Tu peux me parler de ton papa ?» Le visage de Sophie s'éclaira. « Papa s'occupe de moi tous les jours. Il me prépare mon petit déjeuner, me lit des histoires et m'aide à jouer du piano. Quand je fais des cauchemars, il vient s'asseoir à côté de moi jusqu'à ce que je me rendorme. Et Emma, parle-moi d'Emma. Emma vit dans un château, elle a des chevaux et elle m'a offert mon propre piano, qui est encore plus grand que le vieux clavier de papa. Elle m'écoute quand je joue et elle ne m'oblige pas à jouer des morceaux que je n'aime pas. » Le juge Morrison sourit. « Et ta maman? Tu te souviens d'elle ?» Sophie secoua la tête. « Elle est venue nous rendre visite, mais je ne me souviens pas d'elle. Elle sent différemment de chez nous. Et quand elle parle, sa voix est trop forte pour la maison. La franchise d'une enfant de 5 ans était dévastatrice. » Emma vit Sarah tressaillir aux mots de Sophie. « Sophie, a continué le juge Morrison, si tu pouvais choisir où vivre, où serait-ce? Avec papa et Emma dans le château, et Maria pourra faire ses cookies, ils sont vraiment bons. » Un petit rire a parcouru la salle d'audience. Le juge Morrison a pris un air pensif. « Une dernière question. Ma chérie, es-tu heureuse là où tu vis maintenant ?» Sophie a acquiescé vigoureusement. « Vraiment heureuse ? Emma dit que je peux prendre des cours de piano avec une dame qui s'appelle Madame Chen, qui a joué au Carnegie Hall, et papa dit « On va être une vraie famille maintenant. » Alors que Sophie retournait à sa place, Emma sentit des larmes couler sur ses joues. Cette petite fille avait exprimé ce que tous les avocats et tous les arguments juridiques n'avaient pas réussi à dire. Cet amour n'avait rien à voir avec la biologie, l'argent ou même le temps. Il s'agissait de présence, de constance et de faire passer les besoins de l'enfant avant tout. Le juge Morrison a demandé une suspension d'audience, mais alors qu'il quittait la salle d'audience, Emma a aperçu le visage de Sarah. Le masque avait glissé, révélant quelque chose de désespéré et de dangereux. Dans le couloir, Sarah s'est approchée d'eux directement. « Ce n'est pas fini, dit-elle doucement. Je ne vous laisserai pas acheter ma fille. Elle n'est pas à vendre, répondit Jacques d'un ton calme. Elle ne l'a jamais été. Mais alors qu'il quittait le tribunal, Emma ne pouvait s'empêcher de penser que Sarah Martin avait encore des cartes à jouer et qu'elle n'hésiterait pas à jouer sale pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce soir-là, alors que Sophie s'exerçait au piano dans sa chambre, la mélodie était différente, plus complexe, teintée d'une conscience des conflits adultes qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir à comprendre. La véritable bataille pour l'avenir de Sophie ne faisait que commencer. 3 jours après l'audience pour la garde, les pires craintes d'Emma se sont concrétisées sous la forme d'un enregistrement divulgué qui s'est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait enregistré sa conversation avec Jacques au café 2 semaines auparavant, y compris son aveu que son mariage avec lui était essentiellement un accord commercial. L'enregistrement a été diffusé sur toutes les grandes chaînes d'information et les commentateurs ont disséqué chaque mot. « J'ai besoin d'une famille, Jacques. » La voix d'Emma résonnait dans les émissions matinales. « J'ai besoin de quelque chose de réel dans ma vie et tu as besoin de sécurité pour Sophie. Ça pourrait marcher. » Emma se tenait dans son bureau, regardant les reportages avec une horreur grandissante. Son téléphone n'avait pas arrêté de sonner. Les membres du conseil d'administration, les investisseurs, les partenaires commerciaux, tous exigeaient des explications. L'image soigneusement construite d'un conte de fées romantique s'était effondrée du jour au lendemain. « Richard, c'est grave ?» demanda-t-elle à son directeur des relations publiques, même si son visage blême lui disait déjà tout. « Les actions sont en chute libre. Nous avons perdu 12% depuis que l'enregistrement a été rendu public. Le groupe Yamamoto s'est officiellement retiré des négociations de fusion. » Et Emma Richard hésita. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi. Charles Whitman a les voix nécessaires pour te destituer de ton poste de PDG. Jacques fit irruption dans son bureau, le visage déformé par la rage et la douleur. Savais-tu que quelqu'un nous enregistrait? Bien sûr que non. Jacques, tu dois me croire. Vraiment? Sa voix était froide, distante. Parce qu'en écoutant cet enregistrement, on dirait exactement ce que Sarah a toujours dit. Que tu nous utilises, Sophie et moi, pour une sorte de jeu. Emma sentit son monde basculer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah oui? Parce que, en ce moment, je commence à me demander si je t'ai vraiment connu. La porte s'ouvrit à nouveau et Michel Chen entra avec des documents qui glacèrent le sang d'Emma. Jacques, on a un problème. L'équipe juridique de Sarah utilise cet enregistrement comme preuve qu'Emma n'est pas une tutrice apte.
Ils affirment que Sophie est utilisée comme un pion dans une fausse relation. Ce n'est pas faux, dit Emma désespérément. Mais même à ses propres oreilles, ces mots sonnaient creux après l'enregistrement accablant. Jacques s'assit lourdement, paraissant plus vieux que ses 35 ans. « Emma, j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Quand tu as fait cette proposition dans le café, était-ce réel ou était-ce juste une transaction commerciale pour toi ?» La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Emma repensa à tout ce qui s'était passé depuis ce matin-là. La façon dont son cœur battait la chamade quand Jacques souriait, la protection farouche qu'elle ressentait pour Sophie, la nuit où elle était restée éveillée à se demander si elle était capable d'être la mère que cet enfant extraordinaire méritait. Ça avait commencé comme un arrangement pratique, admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais Jacques, ce que je ressens maintenant, ce que nous avons construit ensemble, c'est réel. Tu dois le savoir. Sophie pose des questions, dit Jacques sans la regarder dans les yeux. Elle a entendu des enfants à l'école parler de l'actualité. Elle m'a demandé si tu allais nous quitter comme sa mère l'avait fait. Ces mots frappèrent Emma comme des coups physiques. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne savais pas. Le silence qui suivit était assourdissant. À travers les baies vitrées du bureau d'Emma, New York s'étendait à perte de vue. Indifférent au petit drame humain qui se jouait 47 étages au-dessus de la rue, Michel Chen s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose. Sarah a demandé la garde d'urgence en affirmant que Sophie se trouve dans un environnement instable. L'audience est fixée à demain matin. Le juge Morrison veut voir toutes les parties dans son bureau. L'assistante d'Emma frappa et entra. « Madame Delacroix, il y a des journalistes dans le hall. Ils veulent savoir ce qui se passe entre vous et Monsieur Martin et si vous allez démissionner de votre poste de PDG. » « Pas de commentaire », a répondu Emma d'un ton sec, mais elle voyait bien ce qui allait se passer. Tout ce qu'elle avait construit en 15 ans s'écroulait parce qu'elle avait osé vouloir quelque chose de vrai, de humain. Jacques s'est levé, sa décision écrite sur son visage avant même qu'il ne prononce un mot. Tout ce qu'elle avait construit en 15 ans s'écroulait parce qu'elle avait osé aspirer à quelque chose de vrai, d'humain. Jacques se leva, sa décision se lisant sur son visage avant même qu'il ne prononce un mot. Je pense qu'on a besoin de temps pour comprendre ce qui est réel et ce qui est juste pratique. Jacques, s'il te plaît. J'emmène Sophie chez mon frère à Albany pour quelques jours, le temps que le cirque médiatique se calme. Il s'arrêta à la porte. Emma, si ce qu'on a est réel, ça survivra à ça. Si ce n'est pas le cas, il ne termina pas sa phrase, mais Emma entendit quand même la fin. Si ce n'est pas réel, alors peut-être que tout le monde avait raison à leur sujet depuis le début. Après le départ de Jacques, Emma resta seule dans son bureau, regardant la ville qui lui avait autrefois semblé être son royaume. Maintenant, elle lui apparaissait comme une prison qu'elle s'était elle-même construite. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Charles Whitman. Réunion du conseil d'administration reportée à 18h. Préparez-vous à discuter des plans de transition. Ils allaient la virer après tout ce qu'elle avait accompli. Ils allaient la renvoyer parce qu'elle était tombée amoureuse du mauvais mec au mauvais moment et de la mauvaise façon. Mais alors qu'Emma rassemblait ses affaires pour rentrer chez elle dans un manoir vide, elle réalisa que ce n'était pas le boulot qu'elle était sur le point de perdre qui lui brisait le cœur. C'était la possibilité de perdre Jacques et Sophie, la famille dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin avant de la trouver. Dehors, la pluie commençait à tomber contre les fenêtres, et Emma se demandait si elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie en les laissant partir. Le manoir Delacroix ressemblait à un mausolée sans le rire de Sophie qui résonnait dans ses couloirs. Emma erra dans les pièces vides, s'arrêtant dans la salle de musique où le piano à queue était silencieux, ses touches intactes depuis que Sophie avait joué sa composition déchirante 3 jours plus tôt. Maria la trouva là à l'aube, toujours vêtue des habits de la veille, fixant l'instrument comme si elle voulait le convaincre de ramener sa famille. « Mademoiselle Emma, vous devez manger quelque chose », dit Maria gentiment, en posant un plateau avec du café et des toasts qu'Emma savait qu'elle ne toucherait pas. Demanda Emma, bien qu'elle ait posé la même question toutes les quelques heures depuis le départ de Jacques et Sophie. Maria secoua la tête. « Mais mademoiselle Sophie, elle m'appelle quand il n'écoute pas. Vous lui manquez beaucoup. » Ces mots étaient à la fois réconfortants et douloureux. Emma n'aurait jamais imaginé que perdre une enfant de 5 ans pouvait donner l'impression de perdre une partie de son âme. Son téléphone sonna. Richard Boisnoir lui annonça une nouvelle qui ne pouvait guère empirer sa journée. « Emma, j'ai des nouvelles, et aucune n'est bonne. Le conseil d'administration a voté hier soir. On te demande de démissionner de ton poste de PDG avec effet immédiat. » Emma ferma les yeux. 15 ans de sa vie s'envolaient. Qui allait prendre la relève? Patricia Collins serait PDG par intérim. Charles Whitman occuperait le poste de président. Il voulait qu'elle fasse une déclaration publique aujourd'hui. Quelque chose à propos de se retirer pour se concentrer sur des questions personnelles. Et si je refuse, ils convoqueront une assemblée des actionnaires et te révoqueront publiquement. Emma, de cette façon,
Tu garderas un peu de dignité. » « De la dignité ?» Emma faillit éclater de rire. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, l'enfant qui était devenu sa fille dans son cœur. Et maintenant, le travail de toute sa vie. Tout cela parce qu'elle avait osé croire en quelque chose qui ressemblait à un conte de fées. Après avoir raccroché, Emma se retrouva devant le piano de Sophie, ses doigts cherchant les touches avec hésitation. Elle n'était pas pianiste. Son grand-père avait insisté pour qu'elle prenne des cours de violon quand elle était petite, mais elle savait jouer quelques mélodies simples. Lentement, elle commença à jouer la berceuse que sa grand-mère lui chantait quand elle était enfant, le seul morceau de musique qui lui faisait ressentir de l'amour plutôt que de la performance. Le son ramena Maria dans la salle de musique. « Mademoiselle Emma, vous jouez magnifiquement bien. Pas comme Sophie, » dit Emma, mais elle continua à jouer, trouvant du réconfort dans la mélodie simple. « Non, pas comme Sophie. Comme vous, comme quelqu'un qui comprend que la musique est une question de sentiment, pas seulement de technique. » Les doigts d'Emma s'immobilisèrent sur les touches. « Maria, et si j'avais tout gâché? Et si Jacques avait raison de partir ?»« Monsieur Jacques a peur, » dit Maria en s'installant sur la chaise à côté du piano. « Il a passé 6 ans à protéger cette petite fille de tous ceux qui auraient pu lui faire du mal. Quand il a découvert l'enregistrement, l'arrangement commercial, cela lui a rappelé pourquoi il avait cessé de faire confiance aux gens. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, je sais, et au fond de lui, il le sait aussi. Mais la peur pousse les gens à faire des choses stupides. » Le téléphone d'Emma vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu et son cœur bondit jusqu'à ce qu'elle réalise que ce n'était pas Jacques. C'était Sarah Martin. « Tu profites bien de ton château vide ? Sophie demande sans cesse de toi. » Jacques a l'air misérable. C'est tellement dommage que des familles soient déchirées par la cupidité et l'ambition. La cruauté du message coupa le souffle d'Emma. Sarah jubilait, sachant qu'elle avait réussi à semer la discorde entre Emma et la famille qu'elle avait appris à aimer. Mais le message était suivi d'un lien vers une nouvelle qui glaça le sang d'Emma. Un milliardaire perd la bataille pour la garde de son enfant. Une enfant prodige retourne chez sa mère biologique. « Non », murmura Emma en cliquant sur l'article. « Ce n'est pas possible. » Mais c'était écrit noir sur blanc. Une décision d'urgence concernant la garde avait été rendue ce matin-là. Sophie Martin devait être placée sous la garde temporaire de sa mère biologique, en attendant une enquête approfondie sur sa situation de vie avec Jacques Martin. Emma était déjà en train de chercher ses clés lorsque Maria l'a attrapée par le bras. « Où vas-tu, Albany ? » ?»« Je dois prévenir Jacques. » Sarah a dû déposer quelque chose ce matin pendant qu'ils étaient absents. Elle essaie de prendre Sophie pendant que Jacques a baissé sa garde. Mademoiselle Emma réfléchit. « Si tu te pointes maintenant, tu vas empirer les choses. La presse dira que tu t'immisces dans la vie des autres, que tu essaies de contrôler la situation. » Emma savait que Maria avait raison, mais l'idée que Sophie soit confiée à une femme qui la considérait comme un moyen de subsistance était insupportable. Elle compose le numéro de Michel Chen, priant pour qu'il ait de meilleures nouvelles. « Emma, j'étais sur le point de t'appeler, » dit Michel d'une voix grave. Le juge Morrison a rendu une ordonnance d'urgence sur la base de nouvelles preuves présentées par l'équipe de Sarah. Ils prétendent que Jacques a kidnappé Sophie en l'emmenant à Albany sans l'autorisation du tribunal. C'est ridicule. C'est son père. Pas selon les documents déposés par Sarah il y a 6 ans. Emma, il y a autre chose. Quelqu'un a divulgué des infos sur ta réunion du conseil d'administration, sur ton licenciement en tant que PDG. Les avocates de Sarah affirment que tu as une influence néfaste sur Sophie, que ta relation avec Jacques était un coup de pub qui a mal tourné. Emma sentit les murs se refermer sur elle. Tout ce qu'elle avait fait pour protéger ses proches s'était retourné contre elle. Où est Sophie maintenant? Elle est en train d'être ramenée à New York. Jacques se bat, mais sans avocat. La voix de Michel s'est éteinte. Emma a pris une décision qui allait soit sauver sa famille, soit détruire à jamais ce qui restait de sa réputation. Michel, je veux que tu déposies une demande d'urgence pour que je puisse adopter Sophie aujourd'hui. Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Emma, tu n'es pas mariée à Jacques. Tu n'as aucun statut légal. Alors trouve-m'en un. Je me fiche du prix ou des lois qu'on devra invoquer. Cette petite fille doit vivre avec des gens qui l'aiment, pas avec quelqu'un qui la voit comme une opportunité commerciale. Alors qu'Emma se préparait à livrer le combat de sa vie, elle réalisa qu'elle avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine de tout perdre. Il ne lui restait plus qu'à prier pour qu'il ne soit pas trop tard. Le commissariat d'Albany ressemblait à la fin du monde, alors que Jacques était assis dans la salle d'attente, la tête entre les mains, tandis que les assistants sociaux se préparaient à transférer Sophie sous la garde de Sarah. À travers la cloison vitrée, il pouvait voir sa fille serrer sa petite valise, les yeux rougis par les larmes. « Papa, je ne veux pas aller avec elle », avait chuchoté Sophie lorsque l'assistante sociale était arrivée. « Je veux rentrer à la maison avec Emma et le piano. » Mais les droits parentaux de Jacques avaient été temporairement suspendus dans l'attente d'une enquête. Il ne pouvait rien faire d'autre que regarder son monde s'écrouler.
Emma fit irruption dans le commissariat comme un ange vengeur, les cheveux en bataille, son apparence habituellement impeccable oubliée dans sa précipitation pour arriver ici. Derrière elle venait Michel Chen, poussant une mallette et l'air harassé. « Où est-elle » demanda Emma, scrutant la pièce jusqu'à ce qu'elle aperçoive Sophie à travers la vitre. « Emma, que fais-tu ici » Jacques se leva, son soulagement de la voir contrastant avec sa colère face à tout ce qui s'était passé. « Je me bats pour notre fille », répondit Emma simplement, et le pronom possessif frappa Jacques comme un coup physique. « Notre fille, pas sa fille, pas la fille de Sarah, la nôtre. » Michel Chen était déjà en train de parler avec l'assistante sociale, sortant des documents de sa mallette. « Nous avons une demande d'urgence pour que Madame Delacroix soit nommée tutrice temporaire de Sophie en attendant la résolution du conflit de garde. » L'assistante sociale, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, examina les documents avec scepticisme. Pour quel motif ? Madame Delacroix n'a aucun lien juridique avec cet enfant. Au motif que Monsieur Martin et Mademoiselle Delacroix sont fiancés et vivent ensemble comme une famille, répondit Michel avec aisance. Le tribunal des affaires familiales de New York reconnaît les droits des beaux-parents dans les litiges relatifs à la garde des enfants. Jacques fixa Emma du regard. « Nous sommes fiancés. » Emma croisa son regard. Et à ce moment-là, Jacques vit quelque chose qui lui serra la poitrine d'émotion. Elle n'était pas là pour faire de la pub ou gérer les dégâts. Elle était là parce que Sophie pleurait, et Emma ne supportait pas de la voir souffrir. « Si tu veux bien de moi, » dit Emma doucement, « pas pour faire affaire, pas par commodité, mais parce que je t'aime et que j'aime Sophie et que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. » Avant que Jacques puisse répondre, Sarah Martin fit irruption dans le commissariat comme si elle était chez elle, son avocat sur ses talons. Elle était vêtue d'un manteau coûteux, l'image même de la femme qui a réussi, prête à récupérer sa fille. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda Sarah en montrant Emma du doigt. « Cette femme n'a pas le droit de s'impliquer dans les décisions concernant ma fille. »« Ta fille ?» demanda Emma d'une voix très calme. « Sophie t'appelle par ton prénom depuis que tu es arrivée. Elle ne se souvient pas de toi, Sarah, parce que tu n'étais pas là pendant les 1000 nuits où Jacques est resté à ses côtés quand elle était malade. Tu n'étais pas là pour ses premiers pas, ses premiers mots, sa première chanson au piano. Je construisais une vie pour pouvoir subvenir à ses besoins, » rétorqua Sarah. Contrairement à certaines personnes qui pensent que l'argent peut tout acheter, y compris les enfants des autres. Emma s'approcha de Sarah, et Jacques vit quelque chose dans son regard qui lui rappela pourquoi elle avait si bien réussi dans les affaires. C'était Emma Delacroix en mode guerrière. « Tu veux parler d'argent, Sarah ? Très bien. Parlons du contrat d'enregistrement que tu as déjà négocié pour Sophie avec Meridian Records, ou des contrats de sponsoring que tu as proposés à des fabricants de pianos, ou encore du concept de télé-réalité que tu as présenté à 3 chaînes différentes sur la vie d'une enfant prodige. » Le visage de Sarah devint blanc. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Michel Chen sortit son téléphone et lança un enregistrement audio. La voix de Sarah a résonné dans tout le commissariat. Sophie pourrait être la prochaine grande star. Je parle de débuts au Carnegie Hall, de tournées internationales, de contrats publicitaires. Cet enfant pourrait valoir 50 millions de dollars à l'âge de 10 ans. L'assistante sociale avait l'air horrifiée. « Madame Martin, est-ce que c'est exact ?» Cette conversation a été sortie de son contexte. « Le contexte ?» a interrompu Emma. « C'était une réunion avec des agents artistiques à Los Angeles 3 jours après que tu aies vu Sophie jouer pour la première fois. J'ai le reçu, Sarah. Littéralement. » Jacques sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un mur de haine et de suspicion commençait à s'effondrer. Emma n'était pas venue ici pour se mettre en avant ou faire une scène. Elle était venue préparée pour la guerre, armée d'informations qui pourraient protéger Sophie de l'exploitation. La voix de Sophie trancha la discussion des adultes comme un couteau. « Je veux Emma ». La petite fille s'était échappée de la travailleuse sociale et courait vers Emma. Ses petits bras étaient tendus. Emma s'agenouilla et la rattrapa en la serrant fort alors que Sophie enfouissait son visage dans le cou d'Emma. « Je t'ai écrit une chanson pendant mon absence, » murmura Sophie. « C'est sur le fait que ma maison me manque. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « J'adorerais l'entendre, ma chérie. » La juge Morrison choisit ce moment pour arriver. Ayant été convoquée par la requête d'urgence de Michel Chen, elle observa la scène. Emma tenait Sophie dans ses bras. Jacques se tenait à proximité pour la protéger. Sarah discutait avec son avocat pour limiter les dégâts. « C'est très inhabituel, juge Morrison, dit-elle. Mais vu les nouvelles preuves concernant les intentions de Madame Martin pour la carrière de Sophie, je suis prête à entendre les arguments d'urgence. »« Votre honneur, » commença l'avocat de Sarah. « Les discussions professionnelles de ma cliente ne remettent pas en cause ses droits parentaux. Si, surtout quand ces discussions traitent une fille de 5 ans comme une marchandise, » a rétorqué sèchement la juge Morrison. Elle a regardé Sophie, qui s'accrochait toujours à Emma. « Sophie, ma chérie, peux-tu me dire où tu veux vivre ?» Sophie a levé la tête de l'épaule d'Emma et a répondu
Je veux vivre avec maman et papa dans le château avec le grand piano et les biscuits de Maria, même si ta mère biologique veut que tu vives avec elle. Sophie regarda Sarah avec cette honnêteté dévastatrice que seuls les enfants possèdent. Elle ne veut pas de moi, elle veut ce que je peux faire, ce n'est pas la même chose. La vérité frappa tout le monde dans la pièce comme un coup de tonnerre. De la bouche des enfants sortit une sagesse que tous les arguments juridiques ne pouvaient égaler. La juge Morrison rendit sa décision rapidement. J'accorde la garde temporaire à M. Martin et Mlle Delacroix conjointement, en attendant l'audience complète la semaine prochaine. Sophie restera sous leur garde pendant cette période. Alors qu'ils quittaient le commissariat ensemble, Sophie entre eux, tenant leurs deux mains, Jacques trouva enfin sa voix. « Emma, à propos de ce que tu as dit tout à l'heure, à propos de nos fiançailles. » Emma s'arrêta de marcher, son cœur visible dans ses yeux. Je pensais chaque mot. Pas parce que c'est pratique, pas parce que ça nous aide juridiquement. Parce qu'au cours des 2 dernières semaines, Sophie et toi êtes devenus ma famille. La seule famille que j'ai jamais vraiment voulu. Jacques leva la main d'Emma vers ses lèvres et embrassa doucement ses doigts. Alors, oui, je vais t'épouser pour toutes les bonnes raisons cette fois. Sophie leva les yeux vers eux, son sourire plus radieux que le soleil. Ça veut dire qu'on peut avoir un mariage avec un gros gâteau et que je peux jouer du piano pour tout le monde? Le plus gros gâteau que tu veux, promit Emma. Et tu peux jouer la musique qui rend ton cœur heureux. Mais alors qu'ils rentraient à New York, aucun d'entre eux ne remarqua la camionnette de télévision qui les suivait à distance, ni Sarah Martin passant des coups de fil furieux depuis les marches du commissariat. La bataille pour l'avenir de Sophie était loin d'être terminée. La révélation survint à 3 heures du matin un mardi, livrée par le détective privé d'Emma dans une enveloppe en papier craft qui allait tout changer. Emma était assise dans son bureau, le reste de la maison silencieux, alors qu'elle étalait des photos et des documents sur son bureau avec des mains tremblantes. Harold Delacroix, son grand-père bien-aimé, l'homme qui l'avait élevé après la mort de ses parents, la regardait depuis une photo en noir et blanc prise en 1962. À côté de lui se tenait une jeune femme qui ressemblait étrangement à Sarah Martin, tenant un bébé dans ses bras. Les résultats du test ADN étaient sans appel. Sarah Martin était la demi-sœur d'Emma. Le téléphone d'Emma glissa de ses doigts engourdis, alors que les implications de cette révélation la frappaient de plein fouet. Son grand-père avait eu une liaison. Il avait eu un autre enfant, la mère de Sarah, qu'il avait abandonnée et jamais reconnue. Sarah n'était pas seulement la mère biologique de Sophie, elle était la parente d'Emma. Le rapport d'enquête brossait un tableau dévastateur. La mère de Sarah, abandonnée et enceinte à 19 ans, luttait pour élever seule sa fille, tandis qu'Harold Delacroix bâtissait son empire. Sarah a grandi en sachant qu'elle avait une demi-sœur riche qui vivait dans des manoirs alors que sa famille avait du mal à joindre les deux bouts. « Ça n'a rien à voir avec Sophie », murmura Emma à la pièce vide. « C'est une question de vengeance. » Tout s'expliquait maintenant. L'apparition soudaine de Sarah, sa connaissance de la fortune d'Emma, sa détermination à détruire la vie qu'Emma s'était construite. C'était la vengeance pour des décennies d'abandon, jouée à travers une enfant innocente. Emma était toujours en train de regarder les photos lorsque Jacques la trouva à l'aube, après être descendu faire du café avant que Sophie ne se réveille. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« War, » dit Emma d'une voix vide. « J'ai vu la vérité. » Elle lui montra les documents, observant son visage changer à mesure qu'il assimilait l'information. Quand il releva enfin les yeux, son expression était un mélange de choc et de quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « C'est ta sœur, ta demi-sœur, Jacques. Elle prépare ça depuis des années. La bataille pour la garde, le cirque médiatique, même sa rencontre avec toi. Tout a été orchestré pour détruire ma vie. » Jacques s'enfonça dans le fauteuil en face d'elle. Depuis combien de temps est-elle au courant? D'après ça, depuis qu'elle a 18 ans et que sa mère lui a dit la vérité avant de mourir d'un cancer, Sarah a engagé des détectives privés, a étudié ma vie et a attendu le moment idéal pour frapper. « Sophie, » souffla Jacques, « est-ce que ça change quelque chose? »« Ça change tout et rien, » répondit Emma avec férocité. « Sophie reste la petite fille que nous aimons. Mais Sarah a utilisé sa propre fille comme arme contre moi. » Jacques resta silencieux pendant un long moment, essayant de comprendre l'ampleur de la supercherie de Sarah. On doit le dire à Michel Chen. Ça prouve que ses motivations ne sont pas liées à l'amour maternel. Ça prouve qu'elle est amère et vengeresse. Mais ça ne prouve pas qu'elle est une mauvaise mère, répondit Emma. Les juges du tribunal des affaires familiales se fichent des drames familiaux vieux de plusieurs décennies. Ils se soucient de ce qui est le mieux pour l'enfant à l'instant présent. Ensuite, on s'assurera qu'ils comprennent que Sarah voit Sophie comme un moyen de se venger, pas comme sa fille. Emma regarda à nouveau les photos, son grand-père jeune homme, égoïste et insensible aux sentiments des autres. Elle avait passé toute sa vie à essayer d'être à la hauteur de son héritage, sans jamais savoir la douleur qu'il avait causée. « Il y a autre chose, dit-elle doucement. D'après l'enquête,
Sarah a été en contact avec plusieurs membres du conseil d'administration de Delacroix Industries. Elle leur fournit depuis des mois des informations sur ma vie privée afin de discréditer mon image. Le visage de Jacques s'assombrit. L'enregistrement qui a fuité. Sarah a tout orchestré. Elle savait exactement comment faire passer mes sentiments pour toi, pour quelque chose de calculé et de froid. Le bruit de petits pas dans l'escalier les interrompit. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux pour se réveiller. Ses boucles brunes formaient une auréole emmêlée autour de son visage. « Pourquoi tu es debout si tôt ?» demanda-t-elle en grimpant sur les genoux de Jacques. « Et pourquoi Emma a l'air triste ?» Emma rassembla rapidement les photos, ne voulant pas que Sophie les voie. « Juste des affaires d'adultes. Ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais les yeux perspicaces de Sophie allaient et venaient entre eux, sentant la tension. La méchante dame essaie toujours de m'emmener ? Le cœur d'Emma se serra. « Sophie, tu te souviens de Sarah quand tu étais petite ?» Sophie fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Elle sentait les fleurs, mais pas les bonnes. Et elle était toujours au téléphone, parlant fort. Elle rendait papa triste. Autre chose, elle disait que je jouais trop fort du piano et que ça lui donnait mal à la tête. Mais papa disait que la musique n'était jamais trop forte si elle venait du cœur. Emma échangea un regard avec Jacques. Même toute petite, Sophie avait senti que Sarah ne s'intéressait pas vraiment à cultiver son don. « Sophie, » dit Emma avec précaution. Si quelqu'un te disait qu'il t'aimait, mais qu'il voulait changer tout dans ta vie, ta maison, ton papa, ton piano, est-ce que tu croirais qu'il t'aime vraiment ? Sophie réfléchit à la question avec le sérieux dont seuls les enfants peuvent faire preuve face à des questions philosophiques. Non. Si quelqu'un t'aime, il veut que tu sois heureuse en étant toi-même. Comme toi et papa qui me laissaient jouer toutes les chansons que je veux, même les plus tristes. La sagesse d'une enfant de 5 ans venait de résumer tout ce qui n'allait pas dans les soudaines revendications maternelles de Sarah. Emma prit une décision. « Jacques, je veux voir Sarah en privé avant l'audience pour la gare de la semaine prochaine. Pas question. » Elle a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. « C'est ma sœur, » dit Emma simplement. « Il est peut-être temps qu'on discute de ce qu'elle veut vraiment. Elle veut te détruire. Peut-être. Ou peut-être qu'elle veut la famille qu'elle n'a jamais eue. » Emma regarda les photos une fois de plus. « Notre grand-père a fait des choses terribles, Jacques. Il a abandonné la mère de Sarah. Il n'a jamais reconnu sa fille. Il n'a jamais essayé de se racheter. Sarah a grandi en sachant qu'elle avait une demi-sœur riche qui avait tout alors qu'elle n'avait rien. Ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas? J'ai hérité de sa fortune, de son entreprise, de son nom. J'ai vécu dans le luxe toute ma vie tandis que Sarah luttait dans la pauvreté. » La voix d'Emma était lourde d'une culpabilité qu'elle ne savait pas avoir. Peut-être que je lui dois plus que je ne le pensais. Jacques se leva, emmenant Sophie avec lui. « Tu ne lui dois rien, Sophie. Tu ne lui dois pas notre famille. » Mais tandis qu'Emma les regardait quitter le bureau ensemble, elle ne pouvait s'empêcher de penser que la bataille finale pour l'avenir de Sophie ne se gagnerait pas dans une salle d'audience. Ce serait plutôt une conversation entre deux sœurs qui n'avaient jamais su de l'existence l'une de l'autre, liées par le sang et déchirées par les péchés d'un homme mort depuis 10 ans. La question était de savoir si Sarah voulait justice ou simplement vengeance, et si Emma était assez courageuse pour le découvrir. Le restaurant était un terrain neutre, un bistrot tranquille du centre-ville où Emma était assise en face de Sarah Martin, voyant sa demi-sœur avec un regard neuf. La ressemblance familiale était subtile mais indéniable. Le même menton obstiné, les mêmes yeux verts, la même façon de se tenir qui trahissait une force cachée sous une apparence soignée. « Tu sais, n'est-ce pas ?» dit Sarah sans préambule, remuant son café avec une précision délibérée. « À propos d'Harold, à propos de ce qu'il a fait à ma mère. Je sais qu'il a abandonné une femme enceinte et qu'il n'a jamais reconnu sa fille. » Emma répondit d'un ton calme. « Je sais que cette fille a grandi en me haïssant pour des crimes que je n'ai pas commis. » Le rire de Sarah était amer. « Des crimes que tu n'as pas commis. Emma, tu as vécu toute ta vie grâce à la fortune qu'il a bâtie pendant que ma mère faisait le ménage pour nous nourrir. Tu as fréquenté des écoles privées pendant que je cumulais 2 emplois pour payer tes études à l'université communautaire. Tu ne peux pas prétendre à l'innocence simplement parce que tu ne savais pas. » Emma sentit le poids de la culpabilité héritée s'abattre sur ses épaules. « Que veux-tu, Sarah? Qu'est-ce qui pourrait réparer cela? Je veux ce qui a été volé à ma famille. Je veux que Sophie ait des opportunités, de vraies opportunités, pas seulement jouer du piano dans le manoir d'une femme riche pour la divertir. Sophie a 5 ans. Elle devrait jouer à la poupée, pas se produire pour ton profit. » Les yeux de Sarah lancèrent des éclairs. « Ne fais pas semblant qu'il s'agit de la protéger. Tu la veux parce qu'elle te fait te sentir spéciale, comme si tu étais plus qu'une simple femme d'affaires froide qui joue à être humaine. » Ces mots la blessèrent parce qu'ils étaient vrais. Emma était tombée amoureuse de la façon dont la musique de Sophie remplissait le vide dans son cœur. Elle chérissait le sentiment d'être nécessaire à cet enfant extraordinaire. « Tu as raison, » dit Emma doucement. « Sophie m'a fait me sentir humaine à nouveau. Mais Sarah, je l'aime.
Pas son talent, ni sa carrière potentielle, mais elle. La petite fille qui demande une histoire supplémentaire avant de s'endormir et qui met des pansements sur ses peluches quand elles se font mal. L'amour, se moqua Sarah. Tu la connais depuis 3 semaines. Combien de temps t'a-t-il fallu pour l'aimer quand elle est née? 1 minute? 1 heure? L'amour ne suit pas un calendrier, Sarah. Pour la première fois, le sang-froid de Sarah se fissura légèrement. J'avais 23 ans et j'étais morte de peur. Je ne pouvais même pas prendre soin de moi, encore moins d'un bébé. Mais tu peux prendre soin d'elle maintenant. J'ai construit une vie. J'ai des ressources, des relations dans l'industrie musicale. Sophie pourrait se produire au Carnegie Hall à l'âge de 8 ans, enregistrer des albums, inspirer d'autres enfants. Être exploitée, l'interrompit Emma. Sarah, écoute-toi. Tu parles d'une enfant de 8 ans qui se produit au Carnegie Hall comme si c'était une bonne chose. Elle devrait apprendre à faire du vélo et se faire des amis, pas répondre aux attentes des adultes qui veulent qu'elle soit exceptionnelle. Sarah resta silencieuse pendant un moment, regardant par la fenêtre du restaurant la rue animée. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus douce, plus vulnérable. Sais-tu ce que c'est que de voir ta demi-sœur en couverture des magazines? Dans les articles de journaux, où on la qualifie de génie et de visionnaire, alors que tu sers des tables et que tu te demandes si tu vas pouvoir payer ton loyer. Sais-tu ce que ça fait de voir la vie que tu aurais dû avoir défiler devant tes yeux tous les jours? Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Non, je ne sais pas. Et je suis désolée. Je suis désolée pour ce qu'Harold a fait à ta mère. Je suis désolée pour toi. Je suis désolée d'avoir eu des avantages que tu n'as pas eus. Mais Sarah, en enlevant Sophie à Jacques, tu ne répareras pas tout ça. Peut-être pas, mais ça lui donnera des chances que je n'ai jamais eues. Et s'il y avait un autre moyen? Emma se pencha en avant. Et si tu pouvais faire partie de la vie de Sophie sans l'éloigner de la seule famille qu'elle ait jamais connue? Les yeux de Sarah se plissèrent. Que proposes-tu? Emma prit une profonde inspiration, faisant une proposition qui pouvait soit sauver leur famille, soit la détruire complètement. La garde partagée, les décisions juridiques concernant l'éducation et la carrière de Sophie. Tu seras sa mère. Vraiment? Être sa mère. Mais elle restera principalement avec Jacques et moi. On travaillera tous ensemble pour lui offrir le meilleur de tout. Pourquoi tu proposes ça? Parce que tu es sa mère. Parce que tu es ma sœur. Parce qu'il est peut-être temps que cette famille cesse d'être déchirée par les erreurs d'Harold. Sarah la fixa longuement. Et qu'est-ce que tu retires de cette offre généreuse? Je puis garder la famille que j'aime. Sophie peut grandir en connaissant toutes les personnes qui tiennent à elle. Et toi? Tu as la chance d'être la mère que Sophie mérite, pas la manager dont elle n'a pas besoin. Tu penses que je ne l'aime pas? Dit Sarah. Mais c'était une affirmation, pas une question. Je pense que tu aimes l'idée qu'elle représente. Je pense que tu aimes ce qu'elle représente. Le succès, la reconnaissance, une chance de revendiquer le nom et l'héritage des Delacroix. Mais Sarah, quand Sophie joue du piano, entends-tu la musique ou vois-tu des dollars? La question resta suspendue entre elles comme un défi. Le silence de Sarah se prolongea assez longtemps pour qu'Emma ait sa réponse. « C'est ma fille », finit par dire Sarah. « C'est une petite fille qui mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut faire. » Sarah se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Cette conversation est terminée. On se verra au tribunal, ma sœur. » Alors qu'elle s'éloignait, Emma sentit son dernier espoir d'une issue pacifique disparaître avec elle. Mais elle avait dû essayer. Pour Sophie, pour Jacques, pour la famille et qu'ils étaient tous devenus en si peu de temps. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Jacques. « Comment ça s'est passé ?» répondit Emma. Elle a choisi la vengeance plutôt que la famille. Prépare-toi à te battre. Mais alors qu'Emma était assise seule dans le restaurant, elle réalisait que le vrai combat n'allait pas se dérouler dans la salle d'audience. Ce serait la bataille pour prouver que l'amour, désordonné et imparfait, était plus fort que le sang, l'argent ou l'héritage amer des erreurs du passé. Demain, un juge déciderait de l'avenir de Sophie. Ce soir, Emma rentrait chez elle pour serrer dans ses bras la petite fille qui avait changé sa vie et prier pour que l'amour suffise. La salle d'audience était bondée lorsque le juge Morrison ouvrit la dernière audience pour la garde. Emma était assise entre Jacques et Michel Chen, la main entre celle de Jacques, tous deux puisant leurs forces l'un dans l'autre pour ce qui allait déterminer l'avenir de leur famille. Sophie était assise au premier rang avec Maria, vêtue de sa plus belle robe et serrant dans ses mains une partition qu'elle avait écrite la veille, une chanson qu'elle avait appelée « Ma famille » et qu'elle avait demandé la permission de jouer devant le juge. Sarah est entrée avec son équipe d'avocats, l'air d'une femme d'affaires accomplie. Mais Emma pouvait voir la tension dans les épaules de sa demi-sœur, la façon dont ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle rangeait ses papiers. « Votre honneur », a commencé David Morrison. « Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'avenir d'une enfant est en jeu. Sophie Martin n'est pas une petite fille de 5 ans comme les autres. Elle possède un don musical qui n'apparaît peut-être qu'une fois par génération.
La question qui se pose à cette cour est de savoir si ce don doit être cultivé par une mère qui en comprend la valeur ou réprimé par des gens qui le considèrent comme un passe-temps. Michel Chen s'est levé pour répondre. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas le talent musical. Il s'agit d'une petite fille qui a besoin de stabilité, d'amour et de la chance d'être une enfant avant qu'on lui demande de devenir artiste. Monsieur Martin et Mademoiselle Delacroix ont offert à Sophie un foyer aimant où son don est célébré et non exploité. Le juge Morrison a fait un signe de tête aux deux avocats, puis s'est adressé à la salle d'audience. Avant d'entendre les témoignages, je souhaite aborder certaines nouvelles informations qui ont été révélées. Elle a brandi un dossier. Les résultats des tests ADN confirment que Sarah Martin et Emma Delacroix sont demi-sœurs et ont le même grand-père biologique. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le visage de Sarah devint blanc et Emma sentit la main de Jacques se crisper autour de la sienne. Cela ajoute de la complexité à l'affaire, poursuivit le juge Morrison, mais cela ne change pas la question fondamentale. Quel est l'intérêt supérieur de Sophie Martin? Votre honneur, intervint l'avocat de Sarah. Ce lien biologique soutient en fait notre position. Madame Martin est la plus proche parente de Sophie après Monsieur Martin. Les liens familiaux comptent dans les décisions de garde. Tout comme l'abandon, répliqua sèchement Michel Chen. Madame Martin a abandonné Sophie quand elle était bébé. Ce lien biologique renforce en fait notre position. Madame Martin est la parente la plus proche de Sophie après Monsieur Martin. Les liens familiaux ont leur importance dans les décisions de garde. Tout comme l'abandon, répliqua Michel Chen d'un ton sec. Madame Martin a quitté Sophie quand elle avait 11 mois et n'a eu aucun contact avec elle pendant 6 ans. L'ADN efface pas cette histoire. La juge Morrison leva la main pour demander le silence. J'aimerais entendre Sophie elle-même. Elle sourit doucement à la petite fille. Sophie, peux-tu venir ici s'il te plaît? Sophie se leva prudemment, lissa sa robe et se dirigea vers la barre des témoins avec une dignité qui brisa le cœur d'Emma. Elle semblait incroyablement petite dans le grand fauteuil, mais sa voix était claire et forte lorsqu'elle prit la parole. « Bonjour, juge Morrison, je t'ai écrit une chanson. Je peux la jouer? J'aimerais beaucoup, ma chérie. » Un huissier a apporté un petit clavier et les doigts de Sophie ont trouvé les touches avec l'assurance de quelqu'un bien plus âgé qu'elle. La mélodie qui a rempli la salle d'audience était complexe et magnifique. Mais plus que ça, elle racontait une histoire. La chanson commençait par des notes solitaires et déconnectées, la représentation musicale d'un enfant de l'abandon et de la confusion. Puis la mélodie trouvait son harmonie, s'enrichissait, à mesure que de nouveaux thèmes s'y ajoutaient. La musique parlait d'une famille retrouvée, d'un amour qui choisissait plutôt que d'exiger, d'un foyer où les cœurs étaient connectés. Quand elle eut terminé, il n'y avait plus un œil sec dans la salle d'audience. C'était magnifique, Sophie. Peux-tu me dire ce que signifie cette chanson? Sophie regarda directement Sarah, puis Emma et Jacques. Cela signifie que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui t'ont mis au monde. C'est ceux qui prennent soin de toi quand tu as peur, qui écoutent ta musique même quand elle est triste, qui t'aiment même quand tu fais des erreurs, et qui font tout ça pour toi. Papa et Emma. Maria me fait des cookies quand je m'ennuie. Monsieur Chen m'a appris à jouer aux échecs. Même Richard me laisse dessiner dans son bureau. Le sourire de Sophie était radieux. Ils sont tous ma famille maintenant. Le juge Morrison regarda Sarah. Madame Martin, souhaitez-vous poser des questions à Sophie? Sarah se leva lentement et s'approcha de la barre des témoins. Pendant un instant, elle se contenta de regarder sa fille. Elle la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis son retour. « Sophie, dit-elle doucement, tu te souviens de moi quand tu étais petite ?» Sophie pencha la tête. « Tu chantais parfois? Pas très bien, mais tu essayais. Et tu sentais toujours triste, une odeur triste, comme celle des fleurs qui se fanent. Jolie à l'extérieur, mais pas heureuse à l'intérieur. L'honnêteté de l'enfance était dévastatrice. Sarah perdit finalement tout son sang-froid. « J'étais très jeune quand je suis partie, » dit Sarah, les larmes courant sur son visage. « J'avais peur et je pensais que tu serais mieux sans moi. J'avais tort. Ce n'est pas grave, » dit Sophie, avec le pardon que seuls les enfants possèdent. Emma dit « Parfois, les gens font des erreurs parce qu'ils souffrent à l'intérieur. » Elle ajoute « C'est pourquoi nous devons essayer de nous aider les uns les autres à guérir. » Sarah a regardé Emma à travers la salle d'audience et pour la première fois, Emma a vu sa demi-sœur non pas comme une ennemie, mais comme une jeune femme qui avait été aussi blessée que n'importe qui par les choix de leur grand-père. « Votre honneur, » a dit Sarah d'une voix à peine audible. « Je voudrais retirer ma demande de garde. » La salle d'audience a éclaté de murmures surpris, mais Sarah éleva la voix pour continuer. « Ma fille a raison. La famille, c'est ceux qui prennent soin de toi, qui t'aiment inconditionnellement. Je vois que Sophie a ça avec Jacques et Emma. » Elle se tourna vers eux pour leur faire face. « Je voudrais demander un droit de visite si c'est possible. Je veux faire partie de la vie de Sophie, mais pas en tant que quelqu'un qui perturbe la famille qu'elle a trouvée. »
Emma sentit des larmes couler sur ses joues alors qu'elle se levait. « Sarah, tu es la bienvenue chez nous à tout moment. Sophie doit connaître sa mère, et j'aimerais connaître ma sœur. » La juge Morrison sourit, le premier sourire sincère qu'Emma lui ait vu tout au long de la procédure. « Dans ce cas, j'accorde la garde principale à Monsieur Martin et Madame Delacroix, avec un droit de visite libéral pour Madame Martin. J'ordonne également une thérapie familiale pour toutes les parties afin de les aider à surmonter cette situation particulière. » Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Sophie courut vers Emma et Jacques et se jeta dans leurs bras. « Est-ce qu'on est vraiment une famille pour toujours maintenant ?»« Pour toujours et à jamais », promit Emma en soulevant Sophie dans ses bras. Sarah s'approcha avec hésitation. « Sophie, est-ce que je pourrais venir te rendre visite de temps en temps? Je pourrais peut-être apprendre à mieux écouter ta musique. » Sophie réfléchit à cette proposition avec le sérieux d'une enfant de 5 ans. « Est-ce que tu peux apprendre à sentir le bonheur au lieu de la tristesse ?» Sarah rit à travers ses larmes. « J'aimerais bien essayer. » 6 mois plus tard, le mariage d'Emma et Jacques eut lieu dans le jardin du domaine Delacroix, avec Sophie au piano pour la cérémonie et Sarah au premier rang. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle regardait sa fille jouer. La petite fille qui les avait tous réunis jouait une chanson qu'elle avait composée, intitulée « Harmonie », une morceau sur la façon dont différentes mélodies pouvaient s'assembler pour créer quelque chose de plus beau que n'importe quelle note seule. Alors que Emma et Jacques échangeaient leurs vœux, promettant de s'aimer, de s'honorer et de se protéger mutuellement, ainsi que la famille qu'ils avaient choisie, la musique de Sophie accompagnait à merveille leur nouveau départ. L'amour, en fin de compte, pouvait vraiment tout conquérir, même les erreurs du passé et les peurs de l'avenir. La famille Delacroix était enfin au complet, unie non pas par le sang, l'argent ou les obligations, mais par la simple et puissante vérité que certaines familles naissent, tandis que d'autres sont magnifiquement choisies. Alors, si c'était vous, qui choisiriez-vous pour l'avenir de cette petite fille? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer notre histoire et de vous abonner.